Nous allons entamer notre dernière dernière session de l'après-midi. L'idée, c'est, on va vous présenter quelques points, Aline va vous présenter quelques idées et thèmes qui nous semblent avoir structuré les débats de l'après-midi, avoir émergé les débats de l'après-midi. Et puis on voudrait, dans un second temps, vous donner la parole, parce que j'imagine que vous avez été frustrés, même si vous avez pu remplir des petits papiers, de ne pas pouvoir poser des questions. Donc l'idée, c'est pas tant d'ailleurs de poser des questions que d'intervenir, chacune et chacun, si vous le souhaitez, pour préciser un point, dire voilà, moi je suis pas d'accord, ou moi j'aimerais préciser ce qui a été dit, etc. Voilà, pour que vous puissiez vous exprimer. La règle du jeu sera, désolé, c'est encore une contrainte, 3 minutes maximum par personne pour laisser le temps aux unes et aux autres de s'exprimer. On passera le micro. Voilà. Et puis après, on fera peut-être une dernière conclusion. Voilà. Et pour ceux qui vont peut-être partir maintenant, avant la fin, on vous rappelle que ceci n'est que la première partie de l'Assemblée générale d'attaque, puisque demain matin, à partir de 9 h, ici même, nous allons poursuivre le deuxième temps de l'Assemblée générale. Donc, pour ceux et celles qui veulent y participer, ils sont les bienvenus. Voilà. Je te donne la parole, Alice. Alors, j'ai pris attentivement des notes pendant l'après-midi. Je vais vous proposer 4 axes qui, à mon avis, ont structuré les débats et qui sont transversaux, mais qui n'engagent que moi. C'est très subjectif, mais donc ça va vous permettre peut-être de rebondir. Donc je vous remercie tout d'abord d'avoir posé des questions tout au long de l'après-midi qui ont permis de nourrir les débats et d'avoir participé au magnifique mur que vous avez derrière vous. Donc les 4 axes qui m'ont paru structurer les débats, donc désolé, ce sera d'une platitude sans nom, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps. Il y avait déjà la question de la démocratie, mais au sens d'autonomie de chacun et de chacune, mais aussi d'autonomie collective au sens de pouvoir sur sa propre vie, de prise de décision collective, des choix qui engagent la société sur le long terme. La deuxième question, c'était la question de politisation, dépolitisation, en 2 sens. Donc, premièrement, le débat qui a pu commencer à s'engager, est-ce qu'il y a une dépolitisation de la société et qu'est-ce que ça veut dire et à quoi c'est dû. Et la deuxième question, c'est quelle stratégie du gouvernement pour dépolitiser les luttes et le militantisme. Le troisième axe que j'ai repéré, c'est la question des savoirs et de leur vulgarisation et du pouvoir qu'ils donnent. Du pouvoir qu'ils donnent déjà à ceux qui les ont et qui ne les partagent pas, mais surtout au pouvoir qu'ils nous donnent à nous, mouvements sociaux, afin de lutter. Et 4e axe que je voyais, c'était la question des classes sociales. On a commencé là-dessus et ça nous renvoie à la question qu'on doit se poser, nous, en tant qu'association, de la place qu'on laisse aux classes populaires. Mais pas seulement, parce que ça s'est retrouvé aussi dans le 3e temps, qui est les classes sociales en tant qu'actrices de l'histoire, entre guillemets, dans le sens où on a bien vu que les classes moyennes ont joué un rôle dans l'arrivée au pouvoir, notamment de Bolsonaro au Brésil. Donc la lutte des classes n'est pas finie, comme on le sait tous, et elle se traduit notamment comme ça. Et par ailleurs, ce qui est apparu donc, dans vos contributions, et ça nous permet d'aborder ce sujet dès maintenant, c'est la question donc, des retraites, dont une réforme est prévue très bientôt et contre laquelle nous allons engager une réforme dès l'automne, qui est une réforme très dangereuse et qui va vraiment bouleverser le régime, puisqu'on va sans doute passer à un régime par points. Donc ce serait la fin du régime par répartition et de l'idée qu'on se faisait de la sécurité sociale depuis au moins 70 ans. Et la deuxième question que vous faites apparaître, c'est la place de la créativité dans le militantisme. Merci pour tous vos dessins. Et ça n'est pas une petite question, puisque notamment la caricature, et il y en a quelques-unes, tient une grande place dans le moteur des luttes, parce que les caricatures ont une force subversive indéniable.
Donc maintenant, on va vous poser vous poser des questions, vous passez la parole. Je rappelle les règles, 3 minutes maximum afin que la parole circule. Et puis surtout, on donnera la priorité aux personnes qui n'ont pas parlé. Voilà, et c'est moi qui... Alors, oui, et aux femmes. C'est à Adeline qu'il faut se signaler si vous voulez prendre la parole. Elle va vous noter et puis je vous passerai le micro. Voilà, et oui, et Théo a le mauvais rôle, parce qu'il vous dit attention, 2 minutes, 1 minute restante. Donc j'inaugure. Déjà, merci pour ces 3 ateliers qui ont été très riches. Je suis militante de la Ligue des droits de l'homme, donc j'interviendrai juste sur 2 points. Le premier atelier a parlé de, effectivement, la criminalisation du militantisme. Il y a un guide du manifestant sur le site de la Fédération de Paris de la LDH pour savoir ce qu'on a le droit de faire et ce à quoi on est contraint lorsqu'on est appréhendé en amont, pendant ou après une manifestation. Donc c'était juste sur une information là-dessus. Le fait aussi que lors du 2e atelier, il a été évoqué la difficulté d'une jonction avec les banlieues, les jeunes des banlieues au niveau de l'écologie. Et on n'a pas parlé de tout ce qui tourne autour de... mais ça, c'est pas un reproche, hein, loin s'en faut, c'est juste une piste. De l'intersectionnalité, c'est-à-dire quand on est femme, noire, pauvre, et voilà, on a évoqué le terme de racisé, on a évoqué ces termes-là. Ce sont des éléments qui... en plus de la lutte des classes, viennent aggraver les choses. En tout cas, merci encore pour cet après-midi. Oui, merci. Oui, vraiment, merci beaucoup. J'ai trouvé que c'était absolument passionnant cet après-midi. Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit monsieur, parce qu'on a quand même maintenant une petite expérience sur les appels systématiques à la jonction avec la banlieue. Ça s'est fait au moment de Nuit debout, ça s'est fait au moment des Gilets jaunes. Et je crois que là, on bute sur une difficulté énorme, c'est-à-dire qu'il suffit... Par exemple, ce qu'a dit la demoiselle tout à l'heure m'a vachement choquée. Il paraît que les gens dans les banlieues vont moins à l'école, donc si en plus on leur demande de faire grève, ça va pas du tout, quoi, de dire cela. C'est-à-dire qu'il y a objectivement un espace-temps dans les banlieues qui est radicalement différent du temps des Blancs. Maintenant, il faut définitivement l'avoir dans la tête. Donc c'est pas par des appels systématiques à la jonction qu'on va régler le problème. Le problème qu'on peut se poser finalement en tant que Blanc, habitant dans les centres-villes, comme c'est le cas des gens qui sont ici, c'est finalement comment est-ce qu'on peut mettre une brèche dans l'hégémonie culturelle du Front National, qui est maintenant le premier parti ouvrier de France. C'est peut-être plutôt comme ça qu'il faut se poser les problèmes. Après, il y a plein de... Donc ça, c'est une question, je ne sais pas si vous allez répondre après, les organisateurs, si vous allez répondre. Moi, c'est fondamentalement la question que je me pose. C'est une donnée maintenant structurelle. Ce n'est pas un vote protestataire, une fois. Non, c'est une donnée structurelle de la période. Il y a le premier parti ouvrier de France, quand les ouvriers votent, évidemment. Hein. Quand ils ne votent pas, c'est l'abstention, le premier parti. C'est le Rassemblement national, et on n'arrive pas à battre en brèche cette hégémonie idéologique. Donc la question, c'est comment faire. Est-ce qu'il faut aborder frontalement les questions du racisme, ce que n'a pas fait par exemple Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il n'a jamais définitivement oublié le mot raciste, de la même manière qu'il a définitivement oublié le mot extrême droite. Il n'a mené aucun débat dans les Gilets jaunes, ou même en dehors, sur la question de l'extrême droite, en pensant que comme ça, on allait pouvoir rassembler largement. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut? Apparemment non, vu le résultat des élections. Je termine. Comment faut-il faire? Et sur la question des quartiers populaires, je crois que la question qui se pose, c'est travailler avec les associations qui existent en banlieue et qui sont multiples et variées. Il y en a des tonnes. Mais abandonner notre point de vue on va aller les chercher un peu paternaliste ou maternaliste. Merci. Bonjour, je suis arrivé en retard, vers 4h moins le quart, mais ce que j'en ai entendu, c'était pas
passionnant et instructif. Je suis membre d'Attaque et comme le monsieur, membre aussi de la Ligue des droits de l'homme, il parlait de machisme et de racisme. Bon, je suis pour l'égalité homme-femme, mais ça me dérange un petit peu quand j'entends, je ne sais pas si c'est le cas du monsieur régulièrement, on entend des hommes à plus forte raison quand c'est tout le temps qui tiennent des propos anti-machistes, parce que il y a beaucoup de mecs parce qu'ils subissent, qu'on le veuille ou non, un conditionnement machiste depuis qu'ils sont bout de les jouets sexués, des fois c'est carrément depuis la crèche, donc ils peuvent avoir des attitudes machistes. Bref, j'aimerais que beaucoup de ces mecs, ils se demandent si effectivement ils ont des attitudes machistes ou pas. Cela dit, concernant la question du réchauffement climatique, je suis hyper inquiet. On en parlait avec une jeune femme tout à l'heure. Il paraît que, je termine rapidement là-dessus, s'il y a 5 degrés de plus, il n'y a plus d'êtres humains et plus d'animaux sur la planète Terre. Il serait vachement important, je ne sais pas comment on va faire, pour accélérer le processus, pour inverser la tendance, que le monde soit beaucoup plus beau, entre autres, évidemment, concernant le réchauffement climatique. Sinon, on va vers la catastrophe. Il y a une prise de conscience au niveau de gens qui ont peu ou pas de pouvoir, mais les gouvernements, pour la plupart, ils ne suivent pas. Le plus caricatural, bien sûr, c'est le gouvernement de Trump. Voilà. Oui, merci. Il a été parlé à 2 reprises là, de la jonction intersectionnalité, etc. Bon, très bien. Juste, j'y vois 2 objections. La première, c'est qu'il a été dit tout à l'heure, premier point, qu'il fallait accepter les confrontations pour rendre le mouvement plus durable. Et très bien. Juste, je remarque depuis une dizaine d'années que la pratique des anathèmes devient un outil fréquent dans les débats. C'est-à-dire qu'on est très vite traité de raciste, fasciste, antisémite, homophobe, machiste, etc. Et ça commence à me casser les pieds parce que je ne suis pas sûr que ça ne reproduise pas toutes les luttes internes qu'il a pu y avoir dans les années 60 et 70. Deuxième point, la question des luttes sociales. J'ai bien aimé votre phrase, je cite, « Quelle place laisser aux classes populaires ?» Quelle place laisser aux classes populaires? C'est clair, hein, juste quand on voit les gens dans la salle. Et je pense que c'est peut-être un des risques de toute la gauche, à force de s'être embringuée dans la défense des minorités, elle n'a pas vu l'intérêt commun, et du coup elle s'étonne que les ouvriers votent plus pour elle. C'est bien fait. Il y a des gens qui l'analysent, il y a un livre qui s'est intitulé « Pourquoi les riches votent à gauche et pourquoi les pauvres votent à droite ?» Et voilà, j'ai fini, merci. Bonjour, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Alors, pour moi, il n'y a pas de question à se poser. On ne va pas commencer à se battre sur quelle oppression est plus légitime qu'une autre. On ne va pas commencer à dire que peut-être que la gauche a abandonné un peu, enfin, abandonné la lutte sociale, enfin, et la lutte contre l'oppression de classe en favorisant, enfin, en se focalisant sur les débats plutôt qu'on pourrait qualifier de sociétaux, mais qui sont sociales. Mais tout simplement, c'est faux. Déjà, la gauche gouvernementale n'a pas assez combattu l'homophobie, la transphobie, le racisme, ou sinon on n'en serait pas là. Et il ne faut pas abandonner les luttes contre toutes les formes d'oppression, tout ce qui est antisexisme, antiracisme, tout ça, sous prétexte que des ouvriers votent à l'extrême droite. Il faut juste mettre des passerelles entre toutes les formes d'oppression, et c'est ça l'intersectionnalité. C'est que tout simplement, si on commence à dire on va délaisser les causes, par exemple, du sexisme, parce qu'on va plutôt s'occuper des ouvriers, en fait, ok, mais les ouvrières, certes, elles sont ouvrières, mais elles sont aussi femmes. Donc, ça n'a aucune logique. Merci. Un peu dans la suite de ce qui vient d'être dit, mais avec le regard d'une autre génération. Notamment, tu as fait allusion
aux tensions ou aux débats qu'il y avait dans les mouvements dans les années 70, ben moi je pense que heureusement qu'il y a eu notamment sur le féminisme des militantes féministes qui se sont battues à l'intérieur des organisations de gauche et d'extrême gauche, à l'intérieur des organisations syndicales, parce que sinon si on allait laisser faire, eh bien ces organisations considéraient que la contradiction principale c'était capital travail et que le reste eh ben, c'était au mieux des contradictions secondaires et donc ces combats n'auraient jamais avancé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que si aujourd'hui la gauche est entre guillemets en difficulté, voire en perdition, je pense que c'est pas du tout parce qu'elle a pris en compte ces discriminations et ces dominations. Je pense que essentiellement c'est parce qu'elle a abandonné un projet de transformation sociale qu'il faut effectivement aujourd'hui sur lequel il faut travailler, effectivement, il faut reconstruire un imaginaire social de transformation qui, effectivement, prenne en compte tout ce qui est, effectivement, ces dominations, qu'elles soient celles du capital, celles liées à l'orientation sexuelle, celles liées au genre et celles liées à l'origine ou à la race. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on reconstruira un imaginaire social et que, y compris dans lequel pourront se reconnaître les ouvriers et les ouvrières. Il y a d'un côté les gilets jaunes, de l'autre côté du syndicalisme qui est absent, d'un autre côté encore les luttes des femmes. On a l'impression que personne ne s'unit, tout le monde va de son côté, etc. Je suppose que la principale revendication que l'on ait à faire, c'est de contrôler le travail partout où il se trouve, que ce soit le travail industriel ou que ce soit le travail associatif ou le travail dans les hôpitaux, etc. Que tant qu'on ne contrôle pas le travail, tant qu'on ne se bat pas pour cette bagarre-là, eh on laissera tout disperser, aller chacun de son côté. Oui, pour un peu revenir au débat, puis éventuellement aussi continuer un peu à interroger les camarades qui sont venus discuter avec nous aujourd'hui. C'est effectivement, on a eu donc, un premier temps sur les Gilets jaunes, un deuxième temps sur les mouvements climat. La séparation des deux débats n'est pas fortuite, c'est-à-dire qu'on a reproduit une certaine réalité de ce qui s'est passé cette année. C'est-à-dire qu'on a eu effectivement souvent en parallèle, alors à des fois avec des points de jonction, mais quand même, moi je pense souvent en parallèle, ces deux mouvements-là. Et l'un qui incarnait d'une certaine façon le pôle de la question sociale, reformulé et sans doute rénové d'une certaine façon, l'autre qui incarnait la question environnementale avec des publics qui sociologiquement étaient extrêmement différents. Et bien sûr, bon, des associations comme Attac ou d'autres ont essayé de travailler aux liens, aux alliances, hein, mais cette question-là, elle est extrêmement difficile. Je pense qu'on a, je ne dis pas qu'on a raté quelque chose cette année, mais en tout cas, on a été mis à l'épreuve de la capacité ou non des mouvements sociaux constitués, des organisations on peut dire la gauche sociale, on va dire, à travailler à ces choses-là. Et je crois que pour la rentrée, puisqu'on est là aussi pour discuter un peu de ce qui va se passer dans Attac et au-delà dans les mouvements sociaux de la rentrée, c'est comment est-ce qu'on travaille ça. On a effectivement un champ d'interrogation extrêmement riche, à mon avis, mais aussi extrêmement difficile sur, en gros, qu'est-ce que ça veut dire de construire une écologie populaire, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue des réponses à apporter aux besoins de base d'une partie de la population, sur les déplacements, sur la nourriture, sur le logement, comment est-ce que ça, c'est des enjeux majeurs pour l'écologie politique, et donc comment est-ce qu'effectivement, nous, on doit faire un peu une rupture culturelle, c'est-à-dire que historiquement, Attac ou d'autres mouvements ont construit un peu leur politique climatique autour des négociations internationales, autour des fameux 1,5 degrés ou 2 degrés, etc. Mais qui sont c'est très bien de le faire, mais en même temps qui posent un certain nombre de limites sur la façon dont tout un chacun peut s'emparer de cette question-là. Et je crois qu'on a vraiment intérêt justement à réfléchir sur c'est quoi une écologie du quotidien qui soit corrélée aux grands enjeux environnementaux de la planète, parce que sinon, effectivement, on va soit reproduire une écologie d'experts, soit une forme d'environnementalisme, soit effectivement, comme en plus peuvent l'attester certains résultats électoraux, une écologie de centre-ville qui va
avoir très très rapidement des limites, à la fois d'un point de vue des cotisations des classes populaires, mais plus généralement d'un point de vue de son efficacité et dans sa capacité à changer le monde. Surtout que pour l'avoir observé sur les plans d'ajustement structurel dans d'autres pays du monde, qui sont maintenant appliqués ici, on va se retrouver à force de descendre tous vers la précarité, dans une incapacité de la faire, cette transition. Parce que plus on va descendre, moins on pourra mettre en route une autre économie, et avoir les moyens de faire ces alternatives, même à notre niveau personnel. J'entends aujourd'hui que beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de consommer bio, de consommer local, d'avoir à côté de soi des micro-entreprises, alors que dans les régions rurales, on en a beaucoup. En ville, il n'y en a quasiment pas. Donc chacun va au supermarché et on se retrouve dans la même logique, puisque les multinationales, elles ont bien compris que plus on propose des prix bas, plus ça permet de précariser les gens, puisqu'ils savent qu'il y a encore une solution. Qui a le prix encore plus bas, le truc à 5 € à Decathlon, etc. On a encore des possibilités de consommer non local et pas cher. Donc il faut vraiment qu'on soit... C'est maintenant le basculement, quoi. Il faut qu'on arrive à ce que ceux qui ont encore un peu de moyens créent cette transition et qu'elle soit accessible à tous, mais de manière très très décentralisée. Dans les grandes villes, il y a vraiment un vrai problème sur la transition, ça c'est sûr. Oui, effectivement, c'était une après-midi super, mais pour parler de ce qui pourrait être fait au niveau d'attaque, je pense à un truc, je ne sais pas si c'est fait, si c'est déjà fait, s'il était possible de sensibiliser, et les jeunes sont déjà sensibilisés, mais les très jeunes, je ne sais pas si on ne peut pas faire des interventions au niveau des classes en primaire. Dans le secondaire, c'est fait, puisqu'il y a les lycéens, les collégiens et les lycéens. Est-ce que ce serait possible de mettre quelque chose comme ça en place? Moi, il y a quelque chose qui me tracasse, là, c'est la question qui a été posée sur le travail. Je suis d'accord pour dire que le travail, c'est central, mais je n'ai pas très bien compris ce que le monsieur entendait par « il faudrait contrôler le travail ». Mais qui contrôle quoi? Là ? Oui, mais qui contrôlerait? En fait, c'est juste pour reparler de cette histoire de travail. En fait, finalement, est-ce que l'idéal, ce serait que ce seraient les travailleurs qui contrôlent le travail? En fait, je sais pas, parce que j'entends parler que ce seraient les travailleurs qui auraient un pouvoir dans les entreprises, etc. Mais en fait, le travail, c'est une question sociale plus générale, quoi, en fait. Est-ce que finalement, si on prend par exemple une entreprise automobile, les employés, est-ce qu'ils ont vraiment envie de fabriquer des automobiles? Est-ce que socialement, c'est vraiment utile de fabriquer des automobiles? Donc finalement, dire on contrôle le travail, c'est contrôler l'entreprise automobile, c'est pas forcément judicieux. Donc en fait, peut-être que ce qui serait plus judicieux, c'est de penser que la société fasse un peu un examen de conscience et se dire voilà de quoi vraiment on a besoin. Et à ce moment-là, ça serait un contrôle de l'activité, de quelle activité on a besoin pour remplir ses besoins, etc. Et voilà, ce serait une approche plus générale de remettre les choses un peu à plat et de se dire qu'est-ce qu'on veut faire pour résoudre les problèmes qu'on a ensemble, la société, quoi. Voilà. Je suis bien d'accord avec vous, mais la première chose à faire, c'est de donner aux travailleurs même de l'automobile ou du nucléaire l'occasion de s'exprimer et de dire ce qu'ils pensent de leur activité. Ce serait la première des choses. Moi, je voudrais juste revenir sur le débat précédent, sur quels autres mondes possibles dans un contexte de mondialisation qui a considérablement évolué. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment défini quels étaient nos mondes possibles. On a des valeurs qui sont partagées au sein d'Attaque. Alors, est-ce que ces valeurs, est-ce que ces principes d'action seraient partagés avec d'autres et avec quels autres? On imagine bien que oui, mais est-ce qu'on pourrait imaginer à un moment donné faire une espèce de cartographie des alliés, des alliances possibles?
pour quel autre monde possible, et puis dans quel cadre d'action, avec quel mode démocratique. Et puis je repose une question, c'est tout à l'heure on a un petit peu évoqué la question de la dépolitisation. Moi, il me semble qu'il y a un souci, malgré tout, quand on a un très fort taux d'abstentionnisme au niveau des élections. Il me semble qu'on a quand même perdu beaucoup de monde en cours de route, dont des gens qui disent à quoi ça sert de voter puisqu'on n'écoute pas notre vote. Donc il y a des gens qui sont complètement largués par rapport à la politique, notamment peut-être dans les classes populaires. Il y en a d'autres qui disent mais moi, je ne voterai pas parce qu'on ne tient pas compte de mon vote. C'est ce que j'appelle ça une certaine forme de dépolitisation effective parce qu'on ne peut pas s'en servir pour fabriquer quelque chose de politique. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore des personnes qui souhaitent s'inscrire? Sinon, on va peut-être repasser la parole aux intervenants et intervenantes à TAC et peut-être aussi aux intervenants et intervenantes des tables rondes. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole? Est-ce que parmi les intervenants de table ronde qui sont encore là, vous souhaitez rebondir sur une intervention, une question qui a été posée? Oui, bravo. Pascal, oui, à vous. Oui, je suis désolée, c'est vrai que j'aurais pu parler d'autres choses beaucoup plus pertinentes pour tout ce qui est établissement de banlieue. Parce que c'est vrai que ce qu'on dit le plus régulièrement, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit, puisque je parlais avant, c'est que c'est vrai que l'écologie ultra-consensuelle et dont on parle partout, forcément, elle parle plus à la classe moyenne supérieure et aux classes aisées. Donc c'est normal que dans les banlieues et dans les quartiers défavorisés, les jeunes soient un peu plus désintéressés de l'écologie qu'on vend en général et qu'ils n'y trouvent pas leur compte. Et cette question-là, c'est parce que j'avais rencontré des intervenants en milieu scolaire d'ATD Quart-Monde et on avait pas mal parlé de cette problématique. Et ils disaient quand même que vu tous les soucis qu'il y avait en milieu scolaire, dans les quartiers défavorisés, et un problème d'absentéisme qui semble... Enfin, je suis pas une experte et... Bon, je viens pas de Paris intramuros, mais je viens de petits villages de province qui sont bien loin d'un petit village de province qui est bien loin aussi de toutes ces considérations, je sais pas en fait, mais notre mode d'action, d'après ces bénévoles, semblait un peu compliqué par rapport aux problématiques des quartiers défavorisés, mais c'est peut-être une immense connerie, et désolée du coup. Non, tu n'as pas du tout dit une connerie, c'était pas du tout mon propos. Je voulais prendre l'exemple des États-Unis, où l'autre jour j'ai discuté avec la journaliste de Mediapart, Jade Lingard, qui est très très au fait de ces questions, et qui racontait qu'aux États-Unis, par exemple, le mouvement écologiste a commencé avec la lutte pour les droits civiques. Et elle racontait que dans les manifestations écologistes aux États-Unis, il y avait au début les racisés, Black Lives Matter, les femmes, les blancs après. On en est à des années-lumière ici. Donc c'est peut-être une piste. Alors, évidemment, il n'y a pas le mouvement des droits civiques en France, mais c'est pour dire là à quel point c'est un problème crucial et à quel point il faut réfléchir sur ces questions. On répétera pas ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, mais c'est une dynamique en prendre en considération. Et c'est intéressant de voir que dans toutes les interventions, la question du racisme structurel qui existe dans ce pays, avec tout ce que ça signifie, je rappelle qu'il y a environ, bien avant le mouvement des Gilets jaunes, 20 jeunes qui sont tous les ans tués par la police dans les quartiers populaires, et ce sont dans les 3/4 des cas des Noirs et des Arabes. Donc bien avant la question des Gilets jaunes. C'est juste un exemple. C'est sur 2-3 des questions qui ont été abordées. Pour rebondir sur ce petit exemple, moi j'avais été avec Annick et beaucoup d'autres, Vincent et d'autres, dans la coalition pour la COP21. Hein. On y était pour Attaque, mais il y avait d'autres associations. Et on avait été, plusieurs avoir été aux États-Unis parce qu'il y a eu une très grosse manifestation en septembre 14, hein, donc un an auparavant, hein, qui avait été suite à un sommet de l'ONU sur ces questions-là, et où il y avait en effet la manif dont a parlé Jeanne Lingard, hein, qui était la plus grosse manif qui est connue les États-Unis depuis la guerre du Vietnam et la bataille pour les droits civiques. Et en effet, ils
avaient mis en tête ce qu'ils appelaient, et ce qu'on a tenté d'appeler en France, mais j'en dirai 2 mots, mais c'est des débats qui nous ont beaucoup agités, les personnes affectées. Et l'idée, qui est tout à fait juste, c'est que ceux qui payent le prix le plus élevé face au dérèglement climatique et plus globalement aux problèmes environnementaux, c'est les pauvres. Bon, c'est pas un hasard si les riches habitent dans l'ouest des villes en Europe occidentale et les pauvres dans l'est. C'est tout simplement parce que les vents dominants venant de l'ouest, il y a moins d'odeur à l'ouest qu'à l'est. En tout cas, à l'époque où le ramassage des ordures ménagères et le système des égouts n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Bon, donc c'est exactement ça, le débat. Et donc ils avaient mis en avant en première ligne ce que tu as raconté, qui est vrai. En effet, les gens des quartiers populaires, beaucoup les Indiens qui s'étaient battus, enfin les peuples premiers nord-américains qui se battaient contre l'oléoduc, du Dakota, enfin toutes ces régions-là, plus en effet les populations d'origine africaine, etc. en première ligne. On a eu le débat dans la COP. Bon, je vous avoue que c'est un débat compliqué. Parce que qui est affecté, qui est plus affecté que l'autre, là on rentre dans des espèces de surenchères, qui est un des problèmes de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité pour moi est très utile quand on utilise le terme en termes de dénonciation, parce qu'il y a un effet cumul d'oppression et d'exploitation. Quand on est une femme immigrée dans une usine, on est à la fois en tant qu'ouvrier, mais aussi en tant que femme, mais aussi en tant que discriminé, en tant qu'origine immigrée. Mais si on part de l'intersectionnalité pour considérer que c'est les seuls capables de s'exprimer, c'est ceux qui sont le victime des cumuls, on n'arrive à rien du tout. Donc ça, c'était un débat compliqué qu'on n'a malheureusement pas eu à trancher parce qu'il n'y a pas eu de manif pour les raisons que vous connaissez tous. En tout cas, des manifs qui n'étaient pas telles qu'on voulait l'organiser. Mais en tout cas, le débat existe toujours. Bon. Et derrière, ça pose toute une série de problèmes d'ordre différents. Alors pour rebondir, parce que j'étais complètement d'accord avec Annick et avec vous sur la question que vous avez posée, ce bouquin sur pourquoi les riches votent à gauche et les pauvres votent à droite vient des États-Unis, en fait, et il portait sur un débat qui portait sur le Parti démocrate américain. Mais il portait en fait sur Hillary Clinton et son mari Bill Clinton. L'idée, c'est que les élites new-yorkaises ou des grandes villes, démocrates, donc à gauche, mais faites attention, démocrate aux États-Unis, c'est chez nous, c'est Macron. Macron est un démocrate pour un Américain. Vous prenez Hillary Clinton et Emmanuel Macron, c'est les mêmes. Ils vont être pour le mariage homosexuel, ils vont être pour la PMA pour les couples ou les femmes qui ne sont pas forcément en couple et toutes ces questions-là. Bon. Et en effet, ce que disait ce livre, c'est que les pauvres ne votaient plus pour Clinton, mais parce que Clinton n'avait en rien une politique sociale, en rien, à aucun degré. Bon. Le paradoxe, c'est que Trump a été capable de faire semblant d'avoir une politique sociale. Pascal Boniface vous a bien expliqué ce en quoi c'était une blague. Bon. Mais ça, c'est Clinton, c'est pas Sanders. Sanders, par exemple, avait un soutien populaire dans justement les classes populaires, ouvrières, employées, important en tout cas dans les sondages. Il n'a pas été jusqu'au bout de l'élection, alors pourtant qui défendait les droits des femmes, les droits des populations d'origine immigrée, les populations d'origine afro-américaine, etc. Bon, donc on peut avoir une gauche qui est à la fois très ouverte sur les questions sociétales et tout à fait pour l'intersectionnalité, comme vous l'avez dit, et qui en même temps défend les questions sociales. Et je pense que c'est sur le terrain non partisan, au sens non électoral, ce que Attaque cherche à faire. Alors, deuxième question, après, c'est à nouveau Michel qui la posait, sur les histoires quartiers populaires et couches populaire et milieu populaire. Il ne faut pas confondre les deux. Quand on parle de quartier populaire, on parle souvent de quartiers avec des fortes proportions de population d'origine immigrée, mais dans les quartiers populaires, c'est surtout région parisienne, région lyonnaise et Marseille, c'est 6% de la population. C'est pas rien, c'est pas négligeable, mais c'est 6%. Quand vous parlez classe populaire, on est à 50%, c'est tout ce qui est classe ouvrière, employée, etc., incluant évidemment ceux des quartiers populaires, mais pas que. Bon, et c'est là, en effet, où on a pu voir, surtout dans les petites villes, un vote massif pour le Front National. Je pense que la raison, malheureusement, est simple, c'est que le meilleur moyen d'avoir un référendum anti-Macron, c'était de voter Marine Le Pen. Bon, c'est aussi bête que ça. Donc à nous de démonter ça, mais un des moyens de le démonter, c'est en étant présent dans le mouvement social et en construisant les alliances dont on a besoin. Bon. Et je pense que si on n'a pas été capable, le nous est un vaste nous, c'est pas que Attaque, bien sûr, d'empêcher cette permanence d'un vote Front National ou Rassemblement National dans ces couches populaires du nord et de l'est de la France, qui ne sont pas des endroits particulièrement racistes. En général, il n'y a pas d'immigrés. C'est vraiment anti-système, anti-Macron, pour aller vite. Bon, au moins en étant dans les manifs, ce qu'a fait Attaque, ce qu'a fait Solidaire, ce qu'a fait certains des syndicats CGT, ce qu'a fait toute une partie de la gauche politique française, on a évité ce qui s'est passé au Brésil, où le PT, la CUT et le MST s'étant opposés aux manifestations du Passé Libre, qui étaient pourtant des manifestations de gauche. Les gens du Passé Libre, c'est des autonomes à l'origine, ont laissé la rue à la droite.
on n'a pas laissé la rue à la droite. Et d'une certaine façon, c'est nous, la gauche, qui sommes restés avec les Gilets jaunes. Ça, c'est pas pour autant traduit sur le plan électoral, parce que ce qu'on a réussi à faire sur le plan social n'est pas passé sur le plan électoral. Donc là, il y a un vrai souci qui ne relève pas que de la responsabilité d'Attac, mais qui mérite qu'on en discute. Pour ce qui est des quartiers populaires, donc là, les 6% plutôt d'origine immigrée, moi, je suis d'accord avec ce que tu disais, Michel. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est travailler avec les associations qui existent, et puis surtout soutenir les luttes qui viennent de ces quartiers, qui vont être d'abord des luttes contre les discriminations, pas que, mais beaucoup des luttes contre les discriminations, Comité Adama et tous les autres. Et ça, c'est une chose qu'on essaye de faire. Je pense qu'on a tous, Vincent s'en était beaucoup occupé, mais beaucoup d'autres, pendant les manifs climat Gilets jaunes, on a tenté d'avoir des convergences à 3. Hein, et ça a marché, ça s'est fait. C'était plus symbolique que structurel, mais c'était bien de le faire, parce que ça montrait cette capacité à articuler et à jouer une vraie intersectionnalité d'alliance. Bon, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, c'était pour donner quelques éléments sur les questions qui ont été posées. Je pense vraiment que sur et je finis pour rebondir à nouveau, et ce sera ma dernière phrase, sur les grèves lycéennes et de jeunes. C'est évidemment aujourd'hui plus des centres-villes que des quartiers populaires. Ça peut changer vite. Ça peut changer vite. Si vous vous rappelez ce qui s'est joué après 68 ou au début du mouvement Alter, c'était un peu pareil. En 68, les lycées, les facs, c'est encore autre chose, en grève étaient plutôt en centre-ville qu'en banlieue parisienne. Je parle de la région parisienne. Et puis très vite, et c'est dans les années 70 qu'on a eu les grosses grèves dans ce qu'on appelait à l'époque les CET, enfin ce qui serait aujourd'hui les lycées professionnels. Donc je pense qu'on va avoir une extension et qu'on n'est qu'au début d'un mouvement. Et c'est vraiment un appel pour tout le monde ici, c'est que cette question climatique et environnementale en général est en train vraiment de basculer, non seulement dans les consciences, dans les sociétés, ça s'est fait, mais en termes de mobilisation. Et ça, c'est tout à fait nouveau. On se désolait toujours du fait que le climat était une question tellement compliquée qu'on n'arrivait pas à avoir des mobilisations. Les mobilisations, elles arrivent. Donc et je pense que ça va être structurel pour les années qui viennent. Donc on a une question absolument centrale pour tous les mouvements sociaux et Attac en particulier. Merci. Oui, je voulais revenir juste sur 2 points rapidement pour apporter un petit peu le regard de l'écologie politique, à la fois sur la question des identités, de sexe, de genre, de race, parce que le problème, le point de vue de l'écologie politique, c'est que pour elle, il n'y a pas d'identité. Dès qu'on commence à parler d'identité, on commence à poser un problème philosophique très important, donc c'est plutôt une pensée des relations. Et penser les relations, ça permet de se sortir de la recherche de l'émancipation individuelle pour penser la recherche de l'émancipation collective. Ce n'est pas du tout nier que la manière dont pense la société dans son ensemble, la pensée occidentale en général, la pensée néolibérale si on veut, racise, sexualise et crée de la souffrance comme ça, mais c'est dire que si on veut en penser la sortie, c'est peut-être pas en mettant encore plus d'identité là où il y en a déjà trop. Mais en pensant plutôt un système en montant en généralité qui crée quand même des normes, parce que c'est la condition humaine, on ne peut pas créer des formes de normes qui créent un petit peu des effets de souffrance, mais en ménageant quand même le plus de lignes de fuite possible pour pas que les normes aliènent complètement les individus. Donc c'est essayer de regarder la chose d'une autre manière, en passant les relations plutôt que les identités. Et l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'était rebondir sur la question de la dépolitisation, parce que j'étais plutôt en phase avec la dernière intervention sur le sujet. Il y a quand même une production également culturelle de la dépolitisation, d'une part parce qu'on empêche les gens d'avoir la main sur la décision, ça c'est une chose, donc on peut considérer que c'est une dépolitisation, mais aussi parce que idéologiquement, un des buts et un des jeux de l'idéologie néolibérale et managériale, c'est de donner l'impression qu'on peut vivre sans parler d'éthique, sans parler de morale, que nos actions peuvent être uniquement instrumentales, utilitaristes. Je ne vais pas parler morale, je vais regarder juste le budget et je vais prendre ce qui est le mieux. Vous voyez, c'est la pensée budgétaire, la pensée économiciste. Tout ça, c'est de la dépolitisation pure et dure, parce que ça dit il y a des choses dans le monde qui sont naturelles et qui ne relèvent pas d'idéologie. Or, c'est faux. Toutes nos actions, tous nos choix, toutes nos idées, toutes nos paroles peuvent être attachées plus ou moins à des cadres idéologiques. Et repolitiser, c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est quand même assez difficile, parce qu'il y a une forme d'hégémonie de cette pensée utilitariste, tout de même, dans beaucoup de discours. En tout cas, ça veut être imposé dans beaucoup de discours. Donc repolitiser, c'est aussi redire attention, il y a de l'idéologie partout, ne l'oubliez pas. Et je ne suis pas sûr que ce soit si évident pour tout le monde. Je j'use de mon privilège parce que j'ai le micro. Mais ouais, sur ces questions d'intersectionnalité, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Christophe.
mais je suis pas sûre que ce soit oui, si, il y a un effet de cumul, mais en fait l'intersectionnalité aussi, c'est de regarder comment les rapports sociaux sont produits et de pas ignorer que en fait le patriarcat, le capitalisme et le racisme sont tout à fait intriqués et que le capitalisme s'appuie sur les rapports de race et les rapports de genre pour exister. Et je me réfère simplement aux travaux des féministes qui ont bien montré que si le capitalisme pouvait exploiter les travailleurs et les travailleuses, c'est aussi parce qu'il y avait des femmes pour faire du travail gratuit à la maison et reproduire la force de travail. Et de la même manière, le capitalisme existe parce qu'on a pu exploiter à la fois les ressources humaines et naturelles des pays qu'on continue de coloniser. Enfin, on appelle ça le néocolonialisme, on appelle ça comme on veut, mais du coup, et c'est pour rejoindre aussi un peu ce que tu dis, on peut regarder au niveau des individus et ne pas nier aussi les rapports sociaux dans lesquels ils se trouvent, mais on peut regarder ça aussi, élargir la focale et regarder. Et du coup... comment finir là-dessus? Oui, on peut pas. Du coup, nous-mêmes, on peut pas effectivement cloisonner les débats, et je crois pas que ce soit un mal de reconnaître que les expériences qu'on a des rapports sociaux sont nécessairement singulières. Oui, bonjour, Marc du MF3, le mouvement des femmes françaises et francophones. Je voulais juste compléter la précédente intervenante et une autre amie là, à ma gauche. En effet, on peut dire que la société est extrêmement patriarcale, même à l'intérieur d'Attac encore, dans laquelle je représente un peu le courant amérindien matriarcal, justement. Et par exemple, la base d'Attac, puisque moi je suis Attac et qu'on est dans les réunions, on saute d'une réunion à l'autre, là j'en sors d'une, je reviens ici, je vais dans une autre, etc. Donc là, on voit bien que c'est quand même les femmes d'Attac qui ont pris le lead, quoi, qui sont devenues des organisatrices. Alors, il y a d'autre part une mouvance, on va dire, une petite mouvance, je ne sais pas si elle est vraiment petite que ça, mais dans le sud, on va dire, hein, pas en France, hein, qui a produit, au dernier chiffre, à peu près environ 3000 femmes sacrifiées par lapidation. Alors, partout dans les manifs, on entend Adama, un homme, c'est la victime, et ils sont prêts à faire des pieds et des mains à ce courant pour déformer un peu les instances dirigeantes de la présidence d'Attac qui essayent, qui répètent ah oui, Adama... alors qu'on a eu des intervenantes qui ont bien rappelé que même Attac est très féminin, sans être féministe spécialement. C'est-à-dire que si on prend MLF, dont je suis aussi, c'est féministe, mais le courant des Gilets jaunes, par exemple, est féminin, c'est-à-dire c'est un féminisme modéré. Les femmes d'Attac représentent un féminisme modéré. Alors comment se fait-il qu'on répète encore des citations, des exceptions sur des cas patriarcaux à l'extrême? Voilà, il faudrait parler beaucoup des femmes. Il y a un anthropologue qui s'appelle Philippe Descola et qui a fait des études sur les peuples dits premiers. Hein. Premiers, ça ne veut pas dire primitif. Ça, c'est... et qui disait qu'effectivement, il y avait deux modes de fonctionnement. C'est le mode patriarcal, on part du haut, on descend, et puis le mode matriarcal, celui-là, il est horizontal. Et à partir de cette analyse, moi, je me suis dit, dans le mode patriarcal, l'extrême, ça serait... on débouche effectivement sur le fascisme, et dans le mode matriarcal, on débouche sur le chaos, parce que tout le monde est au même niveau, personne ne prend de décision, et au bout d'un moment, c'est le bordel. Alors, moi, je pense qu'entre ces deux solutions, le patriarcat et le matriarcat, il faudra en trouver une troisième. Moi, je voulais juste revenir sur le premier débat. Mon point, c'était que quand on sort du débat, on aime bien avoir au moins des lueurs d'espoir. Et en fait, quand on voit la violence policière qui est croissante auprès des manifestants, on a l'impression d'une part qu'il y a une certaine réussite en fait de ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire que
enfin, il y a une décroissance de la participation chaque samedi dans les Gilets jaunes. Alors on n'est pas obligé de penser que c'est forcément les mesures qui ont été mises en place, mais on a l'impression quand même qu'il y a vraiment, enfin, il peut y avoir une peur des gens d'aller manifester, donc il y a une certaine réussite de la part du gouvernement. L'autre point, c'est on a l'impression qu'il y a un gouvernement, enfin, d'un point de vue moral, qui se met de plus en plus hors la loi. Enfin, on ne l'a pas mentionné, mais normalement, il y a une loi qui oblige les CRS à mettre leur matricule, en fait, à porter leur matricule pour pouvoir les identifier. Donc on a tous ces journalistes en fait, qui peuvent filmer les scènes, mais finalement, les gens sont assez peu identifiables. Et quand on entend des reportages, des documentaires sur ça, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment complètement organisé, où la structure hiérarchique demande aux CRS de ne pas mettre leur matricule de manière à agir de manière vraiment délibérée. Et mon dernier point, c'est de dire que finalement, on a l'impression que les seules réussites, un point qui est finalement les seules réussites qu'on a, ou les seules lueurs d'espoir, c'est que finalement, toutes les interpellations, les crimes, les délits qui sont opposés aux gens qui interviennent pour manifester, finalement, c'est la seule réussite qu'on a, c'est dans les tribunaux, ils arrivent à être démontés, à être annulés ou à être relaxés. Et dernier point, en fait, c'est finalement si on regarde en fait les gens qui interviennent maintenant pour défendre les manifestants ou pour défendre les journalistes, c'est des gens qui venaient historiquement, soit des supporters qui défendaient les supporters de foot qui ont subi des violences comme ça, qui venaient des gens c'était des avocats qui défendaient des gens qui demandaient le droit d'asile ou qui étaient dans une situation très précaire. En fait, ces avocats finalement ont trouvé une autre sphère d'activité qui est finalement de défendre les manifestations par rapport à ça. Donc il y a ce pouvoir, cette oppression qui s'étend, et on a du mal à trouver une lueur d'espoir parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir malgré ce qu'on peut avoir comme condamnation auprès des Nations Unies, on ne voit pas de contre-pouvoir se mettre en place pour limiter en fait cette marche en avant de répression, de violence policière contre les manifestants. Merci. Du coup, on va prendre une dernière intervention et puis on vous laissera aller au bar. Oui, enfin, bon, je ne sais pas si c'est une question d'humour un peu vachard ou quoi, mais je m'oppose absolument à laisser dire que le matriarcat, c'est l'horizontalisme et donc c'est le bordel. Enfin, je veux dire, il y a quand même des exemples où c'est quand même pas tout à fait ça. Et ce genre de propos-là, même par humour, c'est exactement ce qu'on nous envoie dans la gueule pour justifier la domination masculine. Alors, non, attends, on va pas se fâcher là-dessus, mais... Et puis des exemples, là, en ce moment sur Saint-Nazaire, il y a une exposition sur les luttes ouvrières et paysannes en Loire-Atlantique. Eh ben, les femmes, elles sont présentes depuis les années 70, mais sauf que personne ne les montre. Moi, dans les années 70, une fois, j'ai intervenu dans une manifestation. D'accord, oui. Enfin, bon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais ça, si tu veux, je ne suis pas prête à l'entendre. Et ce qu'on vit... d'entendre que le matriarcat égale le bordel. Voilà, ça y est, j'ai compris. On a vécu bien d'autres expériences. Voilà, je m'arrête. On doit s'arrêter, hein, excusez-nous. On a eu un temps de débat, je pense, utile et intéressant. On n'est pas là. Bon, merci pour votre participation, votre présence. Juste pour vous dire que tu parlais tout à l'heure d'un certain pessimisme, etc. Moi, je crois que ce qui se passe en ce moment, et ce qui s'est passé notamment en France dans les mobilisations, doit plutôt inciter à l'optimisme. Je crois qu'on ne se serait jamais douté il y a un an d'un mouvement social, la montée d'un mouvement social, à la fois dans le monde de ce qui s'est passé du côté des Gilets jaunes, ce qui s'est passé du côté du mouvement climatique, les jeunes en particulier. Donc je crois qu'il y a des raisons d'espérer. Et que l'autre idée, peut-être, et c'est pour ça que je crois que nous sommes tous altermondialistes ou proches, c'est que le mouvement social au sens large, citoyen et social, a un rôle majeur à jouer dans ce 21e siècle. Si nous ne sommes pas là, si nous ne battons pas avec une certaine efficacité, alors ça risque d'être encore beaucoup plus dramatique
hein, en ce qui concerne en particulier les questions de démocratie et les questions de climat, les deux étant, et les questions sociales, tout ça étant lié. Donc voilà, donc je crois qu'il faut terminer. Voilà, et pour sceller cet optimisme, allons boire ensemble. Je rappelle que demain matin, nous avons la poursuite de l'Assemblée Générale à partir de 9h. Voilà, merci pour votre participation.